Quand vous étiez jeune et que votre seul souci était de savoir quoi regarder à la télévision, vous découvriez les sitcoms et étiez captivé par les adorables et joyeuses sœurs jumelles Olsen. Mais les choses étaient-elles vraiment aussi heureuses qu'elles le paraissaient à la télévision? L'une des jumelles a subi une intervention pour préserver sa santé. De graves accusations ont été portées contre l'un des acteurs sur le plateau. Les jumelles ont décidé de ne pas jouer dans une suite de la sitcom populaire. Entrée dans l'âge adulte à l'aube de l'an. 2000 n'a pas été facile pour Mary-Kate et Ashley. Une époque où il semblait normal d'humilier publiquement les filles. Qu'est-il arrivé aux jumelles Olsen et où sont-elles maintenant? On dit que les meilleures choses de la vie vont par deux. Des chaussures aux boucles d'oreilles et peut-être même les enfants stars. Après tout, lorsque les directeurs de casting de la fête à la maison ont aperçu 2 fois plus d'yeux bleus, 2 fois plus de cheveux blonds et 2 fois plus de boucles. Ashley étant l'aînée des jumelles de 2 minutes, et bien que leur ascension fulgurante vers la célébrité, suivie par le parcours d'Elizabeth Olsen, leur sœur cadette, ait pu donner l'impression d'une carrière prédestinée, cette exposition médiatique n'a pas vraiment ressemblé à une enfance naturelle pour Mary-Kate et Ashley. Dans l'industrie télévisuelle, les jumeaux sont souvent choisis pour incarner un seul personnage et filmés de manière interchangeable. Il s'agit d'une faille juridique permettant aux productions d'exploiter davantage les enfants acteurs sans enfreindre la législation du travail. Les enfants ne travaillent pas toute la journée. Et c'est précisément ainsi qu'une sitcom à venir comptait pour voir un rôle. Lorsque la mère de Mary-Kate et Ashley a vu l'annonce de casting pour la fête à la maison, elle a décidé de soumettre les photos de ses jumelles pour s'amuser. Il n'a pas fallu longtemps avant que la petite fille de 9 mois décroche le rôle de Michelle, la plus jeune des filles Tanner. Cependant, tout n'allait pas être rose au début. John Stamos, qui jouait l'oncle Jesse, a affirmé que les jumelles pleuraient beaucoup et qu'il avait même essayé de les faire renvoyer. Il a déclaré que ses plans avaient changé. Quand les jumelles ont été remplacées, ils ont engagé 2 enfants roux peu attirants. On a essayé ça un moment, mais ça n'a pas marché. Les filles sont revenues et ce fut un succès immédiat. Le créateur, Jeff Franklin, a confié à Variety qu'elles étaient très expressives, adorables et qu'elles avaient de grands yeux bleus. Comme les jumelles étaient très jeunes, elles ne pouvaient pas lire les prompteurs. Un babysitter leur lisait les répliques hors champ et elles les répétaient. La voix du babysitter. Au montage, certaines scènes ont été coupées. Et lorsque les personnalités des jumelles ont commencé à s'affirmer, le talent comique de Mary-Kate et le sens dramatique d'Ashley leur ont permis de couvrir toute la gamme des émotions de Michelle. Mais des performances parfaites ont un prix. Leur popularité grandissante a fait passer leur cachet de 4 000 $ par épisode à 25 000 $. Et à la fin de la série, The Twins engrangeaient 80 000 $ par épisode. Aussi adorable que soient Mary-Kate et Ashley. Tout le monde pensait que Jodie Sweetin, qui incarnait Stephanie Tanner, la cadette, avec son esprit vif et son sens du timing comique, serait la révélation de la série. Cependant, après que les jumelles ont décroché la première place d'un sondage sur les membres de la distribution les plus appréciés, les réalisateurs ont su qu'ils avaient trouvé la perle rare. La série a commencé à rencontrer un succès commercial lorsqu'elle a été ajoutée à la grille. Cependant, la famille Tanner n'a pas eu droit à des adieux dignes de ce nom. Il n'y a pas eu d'épisode final. Jeff Franklin, de la série La Fête à la maison, a déclaré que l'émission s'était simplement essoufflée et avait été déprogrammée. Je l'ai vraiment dérangé. Il n'y a eu aucune tentative pour faire quelque chose de spécial, a-t-il ajouté. Cependant, certains téléspectateurs ont spéculé sur le fait qu'il se serait passé quelque chose de plus sombre en coulisses de la sitcom de la famille Cherry. En 2021, le YouTuber Sloan a publié une vidéo intitulée « Dans les coulisses de la relation de Bob Saget avec les jumelles Olsen », où il était allégué que Bob Saget avait eu une relation inappropriée avec les jumelles. Ces allégations étaient basées sur le roast de Bob Saget par Comedy Central en 2008. Le YouTuber a suggéré que les blagues faites aux dépens de Bob n'étaient pas seulement de l'humour provocateur, mais des accusations voilées venant de personnes qui connaissaient le comédien. Gilbert Gottfried, un des amis proches de Bob et lui-même comédien de renom, a fait plusieurs blagues insinuant que Bob avait flirté avec des femmes. On pouvait voir Bob rire hystériquement à ces blagues, ce qui a amené Sloan à se demander si ces rires étaient un aveu de culpabilité. Les humoristes ont continué à se moquer de la star de sitcom, faisant des blagues sur le fait qu'il aurait pu flirter avec les jeunes jumelles Olsen. La série Full House aurait dû s'appeler Blackjack, car il a dragué les Olsen quand elles avaient 8 ans et il n'a pas arrêté jusqu'à ce qu'elles aient 21 ans.
Mary-Kate semblait être la cible principale des blagues, ce qui a amené Sloane à penser qu'elle avait peut-être été victime de harcèlement. Son travail consistait simplement à dire « Regardez ça », ce qu'il avait l'habitude de dire à Mary-Kate Olsen dans sa loge, Les Mémoires de Bob, paruait en 2014 et intitulé Dirty Daddy. Les chroniques d'un père de famille devenu humoriste grivois révèlent que sur le plateau, les acteurs utilisaient une poupée de la taille de Michel pour se préparer. Dans certaines scènes où les jumelles n'étaient pas disponibles et où les acteurs ont parfois eu des comportements inappropriés avec la poupée, Bob a justifié ses actions en expliquant qu'il se sentait étouffé par cette sitcom familiale. Je n'y pouvais rien. Toute la série était pour moi comme une magnifique expérience à la Jekyll et Hyde. Être un peu bête nous a permis de survivre à une série très sage qui, au début, a été majoritairement critiquée. Mais qui, avec le recul, est devenu un classique de l'humour télévisé familial, a déclaré Bob lorsque Mary-Kate et Ashley ont refusé de reprendre leur rôle de Michel. Certains ont spéculé que les rumeurs ou les inconduites pourraient être vraies, mais quiconque connaissait Bob avant la fête à la maison était familier avec l'humour noir du comédien. Il avait hérité de son père, Ben, son goût pour les blagues salaces, lui qui utilisait l'humour pour faire face à une vie difficile, marquée par la perte et des problèmes de santé. Bob a écrit dans ses mémoires: « Ma famille a vu tellement de morts et de drames au fil des ans, c'était comme si nous attendions toujours la prochaine tragédie. » Malgré les nombreux traumatismes subis dès son plus jeune âge, le tournage de La Fête à la maison a commencé. La Fête à la maison était comme une seconde famille pour Bob, qui n'avait que de l'amour paternel pour ses enfants de tournage. Dans une interview de 2021, Bob confiait être régulièrement en contact avec les jumelles et les autres membres de la distribution. Ashley et Mary-Kate. Je les aime tellement quand je suis à New York, ou quand elles sont là. Dès que nous le pouvons, nous nous voyons. Malheureusement, en janvier 2022, Bob Saget est décédé tragiquement des suites de complications liées à un traumatisme crânien. Ses obsèques ont rassemblé Mary-Kate, Ashley et d'autres membres de la distribution, selon une source proche des filles. Et T a confié que la cérémonie avait été incroyablement émouvante pour eux. Bob était très protecteur envers eux et leur envoyait régulièrement des SMS au fil des ans, a déclaré la source. Dans leur communiqué, les jumeaux ont parlé avec tendresse de Bob, se souvenant de lui comme de l'homme le plus aimant, compatissant et généreux. Nous sommes profondément attristés par son décès, mais nous savons qu'il continuera à veiller sur nous, avec la même grâce qu'il a toujours manifestée. Nous pensons à ses filles, à sa femme et à sa famille et leur présentons nos condoléances. Pouvait-on lire dans le communiqué. Gilbert Gottfried a témoigné du lien qui unissait Bob aux filles, affirmant que Bob ressentait un lien paternel envers elles, même lorsqu'elles étaient plus âgées. Il était très protecteur envers les jumelles Olsen car il les connaissait depuis leur plus jeune âge et avait passé des années à leur côté quotidiennement. Il se considérait donc comme leur père. Gilbert a déclaré qu'il tenait à elles. Bien que la série La Fête à la maison ait été le point de départ de la carrière des jumelles Olsen, le rôle de Michel n'était qu'une étape dans leur ascension vers leur futur empire d'1 milliard de dollars. Du cinéma à la télévision, les jumelles apparaissaient partout. Heureusement, leurs parents ont eu la clairvoyance de capitaliser sur cette popularité et ont créé Dual Star LLC, une société dédiée à la production de contenu mettant en scène les jumelles Olsen, dont les sœurs ont pris le contrôle en 2005. L'entreprise exploitait plusieurs filiales, allant de la production et de l'animation à la vidéo et au DVD, en passant par le vêtement. Elle vendait ses produits dans plus de 15 pays étrangers et, en 2005, Forbes estimait son chiffre d'affaires à 1,4 milliard de dollars, contre 1,2 milliard de dollars avec Mary. Kate et Ashley se sont hissées à la 48e place de leur liste des 100 célébrités les mieux payées, alors qu'elles continuaient de produire du contenu pour leurs jeunes téléspectateurs en 2015. Nickelodeon a acquis les droits des films et des émissions télévisées de Mary-Kate et Ashley, le répertoire des jumelles. Olsen comprenait plusieurs séries vidéo ainsi que quelques longs métrages. Mais ce qui les a rendus célèbres, ce sont leurs succès en DVD tels que Passport to Paris, Switching Goals, Our Lips Are Sealed et Holiday in the Sun. Et ce n'était pas tout. En 1998, la nouvelle série de Mary-Kate et Ashley, Two of a Kind, débarque sur le petit écran. Tu ne me fais pas peur. Tu sais, c'est bien parce que les fous furieux peuvent sentir la peur. Puis, en 2001, arrive So Little Time. Comment comparer des garçons à des chiens? Réfléchissez-y.
Ils vous suivent partout. Ils grognent quand on leur prend leur nourriture et ils se grattent en public. La même année, les deux sœurs ont même eu leur propre série animée, Mary-Kate et Ashley en action. Chaque série n'a duré qu'une seule saison. Les sœurs ont mené d'autres projets, notamment leur propre marque de produits dérivés entre 1993 et 2001. Les fans pouvaient s'abonner pour recevoir des kits club amusants des jumelles, contenant des objets de collection comme des photos, des posters et des scènes amusantes. Vous savez ce qui serait encore plus amusant? S'abonner au service d'abonnement parfumé de Sanford. Notre sponsor du jour, Sanford, propose plus de 600 marques, dont des noms de luxe comme Prada, Gucci et Versace. C'est un abonnement flexible qui vous permet de sauter un mois sans pénalité. Si vous aimez, envie de changer de parfum ou d'avoir une fragrance différente pour chaque occasion, Stanford vous permet aussi de passer à un abonnement supérieur pour recevoir 2 à 3 produits par mois. Si vous cherchez encore le parfum qui vous correspond, Scentbird vous simplifie la vie en vous envoyant des échantillons à tester avant d'acheter un flacon. Avec Scentbird, un approvisionnement de 30 jours ne coûte que 17 livres. À l'approche du printemps, laissez-vous tenter par les senteurs boisées et florales. Nous avons particulièrement apprécié Paragon de Parfums Privés. Il y a des notes de poivre noir, de lavender, de palo santo, de prune et de sauge blanche. Et East 12 Todd Dash, avec des touches de cèdre noir, de rose de damas et d'orange zesté. Mais notre parfum préféré reste Yoga d'Osso Vert, qui offre un parfum floral poudré. Il contient notre note de fond préférée, le jasmine, qui nous rappelle les promenades estivales chez le fleuriste. Son utilisation est si simple et agréable qu'il fait désormais partie de notre routine beauté. Après une douche rafraîchissante, il suffit de vaporiser le parfum appliquer le parfum sur les poignets et derrière les lobes des oreilles pour une tenue longue durée. Si vous n'utilisez pas de parfum habituellement, Scentbird vous propose un questionnaire simple basé sur vos préférences pour vous aider à trouver celui qui vous plaira. Utilisez le code SPILLT55 pour bénéficier de 55% de réduction sur votre premier mois chez Scentbird. Merci à notre sponsor Scentbird. Consultez les liens dans la description ci-dessous pour une réduction spéciale. Revenons à notre histoire. À mesure que leurs fans grandissaient, les produits dérivés de Mary-Kate et Ashley se sont diversifiés. Poupées, musique et jeux vidéo. Les jumelles Olsen ont ainsi conquis une part importante du marché. À ce stade de leur carrière, une chose était claire. Elles étaient bien plus que des actrices. Elles étaient une marque. Elles avaient leur mot à dire sur leurs projets, donnaient leur avis sur leur scénario et dirigeaient leur propre groupe de divertissement. Un niveau de contrôle que beaucoup d'adultes recherchent. Leur journée était rythmée par des réunions, des entretiens et des essayages de costumes, à tel point que rédiger une dissertation scolaire était une échappatoire à la monotonie du travail. Interrogé par le LA Times sur les effets que les carrières d'acteurs semblaient avoir sur les enfants stars qui se rebellent plus tard par le biais de substances illicites et d'alcool, les filles semblaient imperturbables. Nous ne sommes pas de mauvaises filles, donc nous n'avons pas à nous soucier de tout ça, a déclaré Ashley au journal. Mais il est apparu que leur célébrité avait eu un impact négatif en 2004, sous les yeux de leurs fans. Mary-Kate semblait se replier sur elle-même, passant des jumelles posant lors d'événements au tapis rouge. Les tabloïds et la presse à scandale remarquaient tous un changement d'apparence chez les jumelles cadettes. Lors d'interview, les jumelles ont nié que la perte de poids de Mary-Kate soit liée à des restrictions alimentaires. Cependant, en juin 2004, il a été annoncé qu'elle avait entamé un traitement pour un trouble du comportement alimentaire. Leur attaché de presse, Michael Pagnotta, a déclaré à USA Today que Mary-Kate avait pris une décision de précaution très radicale et qu'elle souhaitait simplement être en bonne santé. Cela expliquait pourquoi Ashley avait fêté seule leur 18e anniversaire plus tôt dans le mois. D'après une source proche des jumelles qui s'est confiée au magazine People, le père de l'une d'elles et le thérapeute de Mary-Kate l'aurait inscrite à un traitement après la remise des diplômes de son lycée. Le 7 juin, ils auraient finalement dû agir, ne voulant pas la retrouver morte, affamée et sans s'alimenter. La famille de Mary-Kate serait intervenue avant son 18e anniversaire pour une autre raison. C'était leur dernière chance de la faire soigner légalement avant sa majorité. Des sources affirment également que ce n'était pas la première fois que la famille intervenait. Une source a déclaré que son père avait confisqué la voiture de Mary-Kate après un accident, survenu il y a plus d'1 an et ne la lui avait rendue que lorsqu'elle aurait repris du poids. Parfois, elle était même sortie de l'école pour manger. Une autre source a confié au magazine People que, durant l'année écoulée, un adulte mangeait avec elle la plupart du temps.
Tout le monde savait à quel point elle était maigre. Selon les experts, la carrière de Mary-Kate a probablement contribué à sa situation. On développait des informations sur Ed, mais pas sur l'ensemble du puzzle. Des sources s'étaient exprimées, des représentants avaient fait des déclarations et la presse avait médiatisé la situation. Mais où était la voix de Mary-Kate? Elle avait sûrement un avis sur la question. En 2008, Mary-Kate en avait parlé dans une interview avec elle. Écoutez, je pense qu'il est important de parler de ce que chacun traverse. Et je ne dis pas que c'est vrai, nous ne sommes pas vrais. Vous réalisez que cela fait partie du processus de maturation. Tout le monde va traverser des moments difficiles. C'est la vie. Le plus difficile, c'est d'arriver à ce point où l'on demande de l'aide, où l'on se tourne vers les autres et où l'on est honnête avec soi-même. Mary-Kate avait confié à la publication en 2004 qu'il lui avait peut-être été difficile d'adopter ce point de vue, surtout avec la frénésie médiatique qui entourait leur anniversaire. À l'époque, c'était une expérience difficile pour toute jeune fille qui fêtait ses 18 ans, surtout quand on était des jumelles Olsen. Tout le monde attendait avec impatience de voir quelle direction prendrait la carrière, le style et le comportement des jumelles une fois qu'elles ne seraient plus des enfants stars. Mais l'intérêt du public pour le 18e anniversaire des sœurs avait une raison plus sombre. L'âge du consentement. De nombreux comptes à rebours en ligne ont été créés dans le seul but de suivre l'approche du 18e anniversaire de Mary-Kate et Ashley. Beaucoup de ces sites sont apparus alors que les filles étaient en plein milieu de leur adolescence. Déconnectez-vous si les jumelles sont majeures dans votre état pour éviter la prison et les frais juridiques. Twin Tracker, un site créé par Nick Chester, a connu un tel succès. Nick a même comparé l'âge des jumelles Olsen avec l'âge légal du consentement dans chacun des 50 États américains. Pire encore, chaque État avait publié une description choquante des jumelles pour leur majorité. Ces descriptions sont tellement choquantes et irrespectueuses que nous ne pouvons pas vous les lire. Mais voici un aperçu de ce que Nick a partagé en ligne. Californie, Nevada, Iowa, Mississippi, Ohio, Floride. Ce genre de comportement perturbant aurait certainement dû être sanctionné à l'époque. Il n'y a pas eu de cancel culture, seulement des poursuites judiciaires, et c'est exactement ce qui s'est passé. Nick a cessé de mettre à jour le site avant que les jumelles n'aient 18 ans, prétendant avoir perdu tout intérêt. Mais la raison la plus probable était la mise en demeure qu'il avait reçue de l'avocat de Mary-Kate et Ashley. Dans les jours précédant leur 18e anniversaire, le magazine Salon a publié un article où il était question de la consultation d'un large éventail d'experts pour guider les jeunes filles sur le chemin de l'âge adulte, Nick Chester étant l'un d'eux. Interrogé, Nick a donné ce conseil aux jumeaux sur ce qu'ils devraient faire une fois majeurs. Une option viable serait d'émerveiller le monde et de célébrer leur nouvelle vie d'adulte en se donnant à fond et en offrant au public ce qu'ils désirent. Il a déclaré à la publication « Un vrai fonceur ». La top modèle Janice Dickinson a conseillé aux jumeaux d'adopter une approche différente pour leur carrière d'adulte, en commençant par se séparer de leur manager. Je serai leur nouveau manager. Je leur dirai exactement comment parler, comment marcher ou faire leur course, quoi faire. Comment se faire inviter au meilleur défilé de mode. J'enverrai un mafieux à leur trousse, mais en grandissant, les jumelles ont vite compris que leur carrière ne connaîtrait pas le même succès qu'en enfance. En 2004, la sœur a joué dans New York Minute, une comédie pour adolescents sortie en salle. Un changement pour les Darlings, habituellement destiné au direct-to-video, qui s'est avéré être une erreur. Le film a fait un flop au box-office et a été démoli par la critique après sa sortie. Ashley a décidé de ne pas reprendre sa carrière d'actrice. Mary-Kate a ensuite décroché des petits rôles au cinéma et à la télévision, notamment dans Factory Girl, Weeds at Beastly, avant de quitter définitivement le monde du spectacle. Dans une interview accordée à Marie-Claire en 2010, Mary-Kate a comparé son expérience et celle d'Ashley en tant qu'enfant actrice à celle de petite singe savante. Je regarde de vieilles photos de moi et je ne me sens absolument pas concerné. Je ne souhaiterais jamais mon éducation à personne, a-t-elle déclaré au magazine. Mais les oreilles des jumelles, Devenues Adults, étaient une véritable révélation. Un nouveau monde s'est ouvert à eux, celui de la mode. Leur style avait considérablement évolué, délaissant les salopettes, les minuscules lunettes de soleil des années 90 et les ensembles assortis qui caractérisaient leur garde-robe d'enfants stars. En 2005, le New York Times qualifiait Mary-Kate d'icône de la mode pour son rôle dans la popularisation du style bobo, une tendance qui misait sur l'association improbable du bohème et du bourgeois, également connu sous le nom de boho chic. Mary-Kate était la pionnière idéale pour populariser cette esthétique.
Le New York Times décrivait l'évolution de la mode à l'époque où Mary-Kate était étudiante à l'Université de New York. D'étudiante à une vie de plus en plus excentrique qui s'est transformée en une sorte de mascarade de sans-abri. Bien sûr, la multimillionnaire n'était pas à court d'argent et sa garde-robe non plus. Les tenues de Mary-Kate se composaient de ce que le New York Times considérait comme des luxes subtils. Elle portait toujours l'écharpe en cachemire, le sac Balenciaga et d'autres articles coûteux alors qu'elle arpentait les rues de New York avec son café au lait à emporter Starbucks à la main. Mary-Kate ne cachait pas son argent, mais à travers des ensembles non conventionnels et apparemment sans effort. Elle ne l'affichait pas non plus. En tant que société, nous sommes allés trop loin dans la direction de l'ostentation, a déclaré le prévisionniste de mode David Wolf au New York Times en 2005. Il a décrit le mélange de marques de luxe et de marques plus abordables comme une manifestation du désir sociétal du début des années 2000 de se détacher du luxe tout en y restant accro. Mary-Kate n'était pas la seule à marquer la mode de son empreinte. Le New York Times a également salué Ashley, aux côtés de... Les sœurs Ashley et Mary-Kate ont contribué à propulser la mode hipster sur le devant de la scène pendant leurs études à NYU. Ashley a également effectué un stage auprès du grand couturier Zac Posen, tandis que Mary-Kate a fait un stage auprès de la photographe portraitiste Annie Leibovitz. Mais tout cela n'était qu'un prélude à leur entrée fracassante dans l'industrie de la mode. En 2006, une collection de 7 pièces a été mise en vente chez Barney's à New York. Même l'étiquette restait un mystère pour les clients. Au lieu d'une étiquette classique, ces pièces de luxe minimaliste étaient ornées d'une chaîne en or. Des recherches ont révélé que la marque The Row tire son nom de la célèbre rue londonienne Savile Row, réputée pour ses tailleurs. Mais qui étaient les créatrices de cette ligne? Nul autre que Mary-Kate et Ashley. Contrairement à d'autres célébrités qui apposent leur nom et leur image sur des marques, les jumelles Olsen souhaitaient une certaine distance entre leur notoriété et leur travail créatif. Nous ne voulions pas être sous les projecteurs. Nous ne souhaitions même pas forcément que les gens sachent que c'était nous, a confié Ashley à IID. Les sœurs y croyaient. C'est la qualité, et non le prestige des stars, qui a permis à la marque de se démarquer, un avis partagé par les clients. La ligne de slow fashion s'est fait connaître pour ses pièces artisanales et fabriquées localement, faciles à porter, justifiant ainsi ses prix élevés, allant de plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars selon le Wall Street Journal. L'accent mis sur le style classique plutôt que sur les tendances éphémères a conféré à la marque un statut quasi culte auprès des personnes sensibles à la mode. En 2015, elle était vendue dans 37 pays et réalisait un chiffre d'affaires annuel estimé à 50 millions de dollars. L'industrie de la mode était sceptique quant à l'implication des jumelles dans la création des vêtements, sacs à main et chaussures de qualité qui ont fait la renommée de The Row. On nous interrogeait sans cesse sur les tissus et leur provenance, a confié Mary-Kate à Vogue. Dès la première saison, les clientes ont craqué, alors les boutiques sont revenues nous questionner. Mais il semblait bien que les jumelles soient les véritables forces vives de la marque. Avec leur équipe chez The Row, elles triaient les tissus en fonction du budget et concevaient les modèles. Les sœurs partageaient une passion pour la mode et une vision claire. Qu'il s'agisse du t-shirt, de la poêle ou de la veste parfaite, tout reposait sur le tissu et la coupe. Ashley s'occupait de la finance et Mary-Kate de la création. Mais elles étaient plus unies que des individus, tant dans les affaires que dans la vie. Certains de nos souvenirs sont partagés, a confié Mary-Kate à Vogue. On ne sait plus exactement qui a été piqué par une abeille, mais on ne se souvient plus qui, car on a tous les deux senti. La marque est devenue l'une des favorites des stars hollywoodiennes. Jennifer Lawrence, Zoe Kravitz et Elizabeth Olsen, la propre sœur des jumelles, ne sont que quelques exemples de célébrités qui portent la ligne. L'industrie de la mode a également salué l'approche novatrice de Mary-Kate et Ashley en matière de style. Les jumelles ont reçu à 2 reprises le prix de créatrice de l'année pour la mode féminine décernée par le Conseil des créateurs de mode américain, CFDA, considérée comme la plus haute distinction de ce qui est souvent surnommé les Oscars de la mode. Plus récemment, la marque Rose a été récompensée pour d'autres initiatives dans la mode. Le prix de créatrice d'accessoires de l'année a été décerné à Ashley Olsen et Mary-Kate Olsen pour The Row. Les sœurs, discrètes, ont accepté cette distinction avec gratitude. Merci au CFDA et à toute notre équipe pour leur travail acharné, ont-elles déclaré.
Cependant, l'ascension fulgurante de Mary-Kate et Ashley a suscité le mécontentement de certains employés. En 2015, une action collective a été intentée contre Priceline, la société mère de The Row et des jumelles. Elizabeth et James Dual Star Entertainment Group ont porté plainte pour vol de salaire. Ils alléguaient que des stagiaires non rémunérés effectuaient les mêmes tâches et le même nombre d'heures que les employés payés. 585 stagiaires se sont joints à la plainte. L'affaire a été réglée en 2017, les jumeaux étant condamnés à verser 140 000 $ à chacun des 185 stagiaires. Ces derniers devaient recevoir une indemnisation de 530 $. Le litige n'a pas été épargné par les difficultés liées à la pandémie qui ont affecté les entreprises ces dernières années. En 2020, la société a été contrainte d'envisager une réduction de ses activités. L'entreprise envisageait d'abandonner sa ligne de vêtements pour hommes et aurait licencié la moitié de son personnel. Mary-Kate et Ashley, quant à elle, se faisaient un nom dans la mode et le showbiz réclamait leur retour. Le milieu des années 2010 a prouvé que les années 90 étaient de retour en force, qu'il s'agisse de Twin Peaks, Boy Meets World ou X-Files. Les séries télévisées à succès de la décennie refaisaient surface, cette fois sous forme de remakes. Il existait un marché indéniable pour la nostalgie et une certaine sitcom familiale qui parlait à un public plus simple, semblait particulièrement prometteuse. En avril 2015, toutes les conditions étaient réunies pour un retour en force. TV Line a été la première chaîne à annoncer la suite de La Fête à la maison, intitulée Fuller House. Quelques jours plus tard, John Stamos a confirmé le retour de la série sur le plateau de Jimmy Kimmel Live. Nous voulions rendre hommage à l'héritage, nous ne voulions pas le gâcher, a-t-il déclaré. Netflix est arrivé et a proposé 13 épisodes, avec le retour des jumelles Olsen dans la sitcom qui a lancé leur carrière. John semblait hésiter à donner une réponse définitive. Y aura-t-il une suite? Si on ne peut pas avoir les jumelles Olsen dans la série, on va vous habiller comme elles. Quant à l'avis de Mary-Kate et Ashley sur le retour de la série, il semblerait que ce soit la première fois qu'elles en entendent parler après l'annonce. Mary-Kate a confié à Women's Wear Daily qu'elle et sa sœur venaient tout juste d'apprendre la nouvelle et qu'elle était choquée de ne pas avoir eu de nouvelles de John Stamos. Je suppose qu'on va parler au créateur et voir ce qui se passe, a-t-elle déclaré au magazine. Même leur père à l'écran avait gardé le secret sur Fuller House. J'ai croisé Bob Saget l'autre jour et on n'en a même pas parlé. Je vais appeler Saget pour avoir son point de vue, a déclaré Ashley le 26 avril 2015. Un tweet depuis supprimé de John Stamos a qualifié de mensonge les affirmations des jumelles Olsen selon lesquelles elles auraient été tenues à l'écart. Mais 2 jours plus tard, un autre tweet depuis supprimé de John suggérait que l'oncle Jesse s'était déjà réconcilié avec les jumelles. Il a eu une conversation amicale avec MK aujourd'hui. Il y a des choses bien plus importantes à faire. Aujourd'hui, le hashtag famille est omniprésent. Et bien que le reste de la distribution originale devait apparaître dans le reboot, il a été annoncé que les jumelles ne reviendraient pas. Le producteur exécutif de La Fête à la maison, Robert L. Boyett, a publié une déclaration concernant l'absence de Mary-Kate et Ashley. Bien qu'Ashley et Mary-Kate ne fassent pas partie de Fuller House, je sais combien La Fête à la maison a compté pour elles et elles sont toujours considérées comme faisant partie de la famille. C'est passionnant de voir comment elles ont construit leur carrière professionnelle et je les soutiens. Ils ont choisi de se concentrer sur leurs marques de mode et leurs divers projets commerciaux. Mais tous les membres de la distribution n'ont pas semblé bien prendre la décision des jumelles de ne pas revenir. Ce n'est pas une question d'argent pour nous. Bien au contraire. Nous voulons offrir aux fans ce qu'ils méritent pour nous avoir soutenus pendant tant d'années. Nous voulons tous simplement nous amuser, le faire avec classe sur Netflix et passer un bon moment. C'est dommage que vous ne partagiez pas l'avis du reste de la distribution. Je ne peux que leur souhaiter le meilleur, a écrit John Stamos dans un message depuis supprimé. Dans une publication Facebook. Et malgré les mentions répétées de l'absence de Michelle et les clins d'œil aux jumelles dans les 2 premières saisons de Fuller House, il semblait que même le créateur de la série avait perdu espoir de revoir Mary-Kate et Ashley. Michelle leur envoie tout son amour, mais elle est occupée à New York à gérer son empire de la mode. Personnellement, j'ai renoncé à leur demander, a déclaré Jeff Franklin à TV Line. La porte est ouverte, mais je ne vais plus les appeler pour les inviter. Elles ne semblent tout simplement pas intéressées. Cela fait 3 ans qu'elles reçoivent des invitations. Elles savent donc que la porte est ouverte. C'est à elles de décider si elles veulent participer ou non.
Peut-être que le choix des jumelles de ne pas réintégrer le casting n'avait rien à voir avec l'émission, mais plutôt avec un refus d'abandonner leur vie hors des sentiers battus. Après tout, elles ont toujours chéri leur intimité. Par exemple, saviez-vous que Mary-Kate est une cavalière accomplie? La passion des jumelles pour les chevaux lui vient de son expérience d'enfant actrice. À seulement 6 ans, Mary-Kate avait déjà appris à monter à cheval. Pour son rôle dans To Grandmother's House We Go, Mary-Kate a continué à pratiquer l'équitation tout au long de sa scolarité, expliquant que c'était un exutoire important, car cela lui permettait d'avoir une autre vie et un autre moyen de se détendre en dehors du travail et de l'école. Elle a pris sa retraite de l'équitation après avoir déménagé à New York avec sa famille, mais est revenue à l'équitation à l'âge adulte, participant à de nombreuses compétitions et remportant la 3e place. Lors d'une épreuve du Longines Global Champions Tour 2021, Mary-Kate est également connue pour garder les détails de sa relation avec l'acteur de Blade, Heath Ledger. Les deux se seraient rencontrés durant l'été 2006. En fait, lorsque Heath a été retrouvé dans une situation critique, les gens se sont tournés vers Mary-Kate pour obtenir des réponses durant l'hiver 2008. Heath avait été découvert inconscient dans sa chambre par la masseuse Diana Wallison. Le premier appel de Diana n'a pas été pour les services d'urgence, mais pour Mary-Kate. Elle l'a appelé car elle était une amie proche de Heath, et peut-être aussi d'autres sources. À l'époque, certaines affirmaient que les deux entretenaient une relation amoureuse depuis quelques mois. Mary-Kate et Diana ont appelé la sécurité privée et la police pour vérifier l'état de Heath, mais il était trop tard pour sauver l'acteur. Les analyses toxicologiques ont révélé par la suite que Heath avait succombé à une overdose de médicaments sur ordonnance, dont 2 étaient considérés comme de puissants analgésiques. Comment Heath s'était-il procuré ces substances? Les enquêteurs n'avaient pas la réponse, mais semblaient croire que Mary-Kate en savait quelque chose. Pourtant, elle a refusé de parler aux forces de l'ordre sans une promesse de « Nous avons fourni au gouvernement les informations pertinentes, notamment les faits relatifs à la chronologie des événements entourant la mort de Monsieur Ledger et le fait que Mademoiselle Wilson ignore la provenance des substances consommées par Monsieur Ledger. » L'avocat de Mary-Kate, Michael C. Miller, a déclaré dans un communiqué que Mary-Kate avait continué à chercher l'amour et que, quelques années plus tard, en 2012, elle avait entamé une relation avec le banquier Olivier Sarkozy. Bien qu'Olivier soit le demi-frère de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, cela n'était pas le cas. La principale raison pour laquelle cette relation a captivé l'attention du public était l'écart d'âge de 17 ans entre les deux personnes. Mary-Kate n'avait que 26 ans lorsqu'elle a entamé sa relation avec cet homme de 42 ans, mais elle ne se souciait pas de l'opinion publique concernant son petit ami. Chacun a son avis, mais je trouve qu'il vaut mieux se concentrer sur le présent et avancer pas à pas, a-t-elle déclaré au Wall Street Journal, malgré l'âge. En 2014, les deux se fiancèrent et, sans perdre de temps, ils échangèrent des idées dès 2015 lors d'une cérémonie privée dans leur maison new-yorkaise. Des bols de cigarettes auraient servi de décoration, et son père adoptif fictif lui envoya même ses félicitations lors d'une apparition dans l'émission Today. Je n'étais pas invité, mais je suis très heureuse et j'ai envoyé un texto impertinent. Mais ce n'était pas un conte de fées pour Mary-Kate. En 2020, les deux se séparèrent et les avocats d'Olivier auraient demandé à Mary-Kate de quitter leur domicile conjugal. Après avoir quitté son appartement à York et résilié son bail, Mary-Kate a été contrainte de prendre une décision de justice d'urgence. Selon des documents obtenus par TMZ, elle a dû déposer une requête en divorce car cela aurait automatiquement entraîné une injonction l'empêchant de disposer de ses biens. Le divorce a été prononcé en 2021. Quant à la vie sentimentale d'Ashley, elle est restée discrète, hormis ses relations passées avec Jared Leto, l'acteur de Very Bad Trip Justin Bartha et le cycliste déchu Lance Armstrong. Ashley a vécu une relation stable. Mary-Kate et Ashley entretiennent une relation avec l'artiste Louis Eisner, âgé de 34 ans, depuis 2017. En décembre 2022, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime en présence de leurs sœurs Mary-Kate et Elizabeth. C'est là que s'arrête l'histoire de Mary-Kate et Ashley pour le moment. Elles n'ont peut-être pas choisi de porter indéfiniment le fardeau de la célébrité précoce de la série La fête à la maison, ni les controverses qui semblent accabler ceux qui sont tapés par ce milieu trop tôt. Les gens écrivent ce qu'ils veulent, alors essayons de ne pas lire le bon comme le mauvais, car c'est inévitable, mais en tirant parti de leur situation, les deux sœurs ont bâti un empire et transformé leurs rêves en réalité.
Voici l'histoire de Mary-Kate et Ashley Olsen, les jumelles qui ont réussi malgré leur enfance difficile. Merci à notre sponsor Scentbird. Consultez les liens dans la description ci-dessous pour une réduction spéciale.